Le nom de Gaulle résonne encore fortement dans l'histoire politique française. Mais aujourd'hui, c'est Pierre de Gaulle, petit-fils du général, qui attire l'attention. Bienvenue sur Instant T. Si tu veux voir la politique autrement, abonne-toi dès maintenant. Tu vas adorer ce qu'on décrypte aujourd'hui. Et de son appel à renouer avec Moscou. Cet échange, réalisé en décembre 2022, mais dont les échos se prolongent encore, soulève une question. Quelles sont les implications politiques et symboliques lorsque le descendant d'un homme qui a incarné l'indépendance française se positionne ainsi sur la scène internationale? Au moment de l'entretien, la guerre en Ukraine dominait déjà l'actualité. L'Europe s'était alignée sur les sanctions économiques contre la Russie, tandis que l'OTAN renforçait son rôle militaire et stratégique. C'est dans ce climat tendu que Pierre de Gaulle a choisi de s'exprimer en donnant à ses propos une résonance particulière. Les positions de Pierre de Gaulle durant l'entretien, il met en avant plusieurs arguments. 1. Responsabilité de l'OTAN et des États-Unis. Deuxième échec des accords de Minsk. Troisième, héritage gaullien. La présence d'Irina Dubois à la tête du dialogue franco-russe montre que des passerelles existent encore entre Paris et Moscou, mais elles restent fragiles et marginales. En donnant la parole à Pierre de Gaulle, elle offre une tribune à une vision alternative des relations internationales, mais qui se heurte au consensus dominant en Europe. Le problème est donc clair. Comment la France peut-elle concilier deux trajectoires opposées, celle d'une diplomatie alignée sur l'OTAN et l'Union européenne avec ses contraintes politiques et économiques, et celle d'un héritage gaullien qui plaide pour l'indépendance stratégique et le dialogue avec toutes les puissances? Cette tension, encore non résolue, pose une question de fond. La France a-t-elle aujourd'hui les moyens et la volonté de tracer sa propre voie? Quand même, à partir du mois de septembre-octobre, il y a de plus en plus de personnalités, modestement, qui se prononcent pour la normalisation de nos relations entre la France et la Russie. Et vous en faites partie. Pourquoi pensez-vous que ce soit si important pour la France de ne pas se séparer de la Russie? Bonjour madame, je vous remercie de votre accueil et de me donner l'occasion de m'exprimer dans cette maison de la culture qui célèbre tout ce qui unit le peuple français et le peuple russe, par la culture bien entendu. Je pense que c'est extrêmement important pour la France de garder, de préserver et de promouvoir une relation d'entente et de coopération avec la Russie. Tout d'abord par les liens historiques, la communauté de destin qui nous unit, et aussi parce que préserver et garder une relation avec la Russie est la garantie d'une stabilité et de la prospérité en Europe et dans le monde. Et que malheureusement, les conséquences subies de la crise actuelle se répercutent en Europe, dans le monde et en France, et que tout le monde en souffre. Tout le monde en souffre et que ça fragilise grandement cet équilibre que mon grand-père s'est toujours efforcé de préserver. Même aux moments les plus difficiles de l'histoire, et tout au long de la guerre froide, mais partant aussi de la Deuxième Guerre mondiale, la Russie étant dans le camp des vainqueurs avec la France contre l'occupant nazi, mon grand-père s'est toujours efforcé de préserver cette relation avec la Russie. Toujours. Et je pense qu'il est de l'intérêt de la France de continuer cette politique et de continuer cet équilibre, parce que c'est essentiel à la stabilité de l'Europe. Je pense que l'opinion publique commence à prendre conscience du jeu pervers et des mensonges américains et en particulier de l'OTAN, d'utiliser cette crise ukrainienne pour déstabiliser l'Europe, que l'Europe alliée avec la Russie représente un bloc fort, aussi bien politiquement qu'économiquement, que culturellement, que socialement, d'environ 500 millions de personnes, que depuis la guerre du Vietnam et depuis les crises économiques qui ont succédé, liées notamment à l'abandon de l'étalon or sur le dollar, les Américains ont toujours essayé, par la force, par la ruse et par leur politique, essayer de rattraper cette perte d'influence, à la fois économique, à la fois politique et à la fois économique, de rattraper la perte d'influence du dollar comme seule monnaie d'échange dans le monde, et que cette politique continue. Je me révolte et je m'insurge
contre cette malhonnêteté intellectuelle dans la crise ukrainienne, parce que les déclencheurs de guerre sont les Américains, les déclencheurs de guerre sont l'OTAN. Et je voudrais citer comme preuve les déclarations récentes de Mme Merkel, qui a dit qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk. Les accords de Minsk ont été négociés et signés pour garantir la sécurité, l'intégrité et le respect des populations russophones du Donbass, et que les Allemands et les Français se sont portés garants de ces accords pour l'équilibre, la stabilité et la protection des populations dans cette région. Mme Merkel, en disant qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'appliquer les accords de Minsk, a tout fait pour laisser l'OTAN armer l'Ukraine, a tout fait pour poser les bases de ce conflit. Et je trouve que c'est grave, parce qu'il y a des millions de personnes qui en souffrent. En autorisant cette expansion nationaliste ukrainienne, elle a laissé entre 16 et 18 000 personnes se faire tuer, être bombardées. Elle a laissé ces populations ukrainiennes nationalistes annihiler la culture russe, annihiler le sentiment même de leur appartenance à la Russie. Elle a annihilé leur possibilité de pratiquer la langue et elle a laissé, malheureusement, ces crimes s'installer. Ça veut dire que sciemment, ils ont contribué à cette guerre et sciemment, ils ont contribué à cette escalade. Les États-Unis continuent malheureusement cette escalade militaire dont les populations ukrainiennes sont les premières à souffrir, mais aussi les populations européennes. L'ampleur, le nombre et la profondeur des sanctions montrent que tout ça a été organisé très longtemps à l'avance et qu'il s'agit en fait d'une guerre économique aussi, dont les Américains en sont les bénéficiaires. Les Américains vendent leur gaz 4 à 7 fois plus cher aux Européens qu'ils le font pour leur propre pays. Et malheureusement, chacun dans son quotidien en souffre en Europe parce que tout cela provoque une crise économique et financière qui est absolument sans précédent. Et ma foi, on vous dira, mais c'est la faute des Russes. Très bien, mais les Russes se défendent. Parce que 11 000 sanctions qui ont été prononcées contre elles, plus un 9e train encore de sanctions qui a été décidé hier, eh bien, ma foi, c'est tout à fait légitime et normal que les Russes se défendent. On est dans le modèle, je dirais, actuel, les qualités fondamentales du patriotisme, de l'amour de la patrie et de la défense du peuple sont considérées comme anormales. Je pense que c'est très grave. Et encore une fois, je suis heureux qu'un certain nombre de personnalités politiques du monde intellectuel, du monde économique et des élites reviennent à des considérations d'équilibre, reviennent à une certaine logique et reviennent à ce qui a toujours fait l'historique des relations entre la France et la Russie, c'est-à-dire préserver cet équilibre, préserver l'entente, préserver la coopération, préserver le dialogue des civilisations. Et je pense à l'approche de Noël, à tout ce qui nous unit pour le futur et pour notre communauté de destin. Donc pour moi, cette nécessité, cet impératif de garder une bonne relation avec la Russie, et bien, ma foi, c'est non seulement parfaitement légitime, mais c'est aussi un devoir pour l'Europe et la stabilité dans le monde et en Europe. Exactement, puisque vous parlez de la stabilité, nous, au dialogue franco-russe, on parle beaucoup de souverainisme, de souveraineté des États. Cette fameuse formule du général de Gaulle, l'Europe des nations, elle n'existe plus, n'existe pas. Comment peut-on construire une relation internationale indépendante dans le monde globalisé d'aujourd'hui ? Alors en ce qui concerne l'Europe, mon grand-père était effectivement partisan d'une Europe des nations, c'est-à-dire où chaque pays coopérait en vue d'une Union européenne.
à la fois économiquement et politiquement, mais aussi avec une certaine autonomie évidemment politique et de décision. On se trouve dans un système où il s'agit d'une technocratie qui impose des directives qui doivent être appliquées dans chacun des États membres, une technocratie qui est malheureusement extrêmement corrompue. On parle plus maintenant à l'époque, mais lorsque la présidente de la Commission européenne avait été nommée, elle a quand même laissé derrière elle une ardoise d'environ 100 millions d'euros de frais inexpliqués en ce qui concerne l'emploi de consultants extérieurs, de cabinets de conseil lorsqu'elle était ministre de la Défense. Ces questions sont passées sous silence. On a parlé beaucoup aussi des liens qui unissaient la présidente de la Commission européenne avec les industries pharmaceutiques. Je rappelle que son fils travaille pour une entreprise de biotechnologie américaine et que récemment, en ce qui concerne les liens entre Mme von der Leyen et le PDG de Pfizer, par 2 fois le PDG de Pfizer a été appelé à témoigner et se prononcer devant la Commission européenne, par 2 fois il a refusé. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus d'honnêteté et de transparence au niveau de la Commission européenne qui édicte certaines lois, qui sont des gens qui ne sont pas élus, qui n'ont en aucun cas le respect de la parole donnée. C'est malheureusement le mal des dirigeants européens d'aujourd'hui. J'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de transparence. Récemment, on a vu dans l'affaire du Qatar des valises de billets qui s'étaient étrangement retrouvées au domicile d'une des présidentes de la Commission européenne. Donc, au moment où on est dans une crise majeure, une crise politique, une crise économique, encore une fois parfaitement voulue et orchestrée à dessein par les Américains et par l'OTAN, je voudrais encore une fois un peu plus de transparence et d'honnêteté dans le dialogue et surtout le respect de la parole donnée. Encore une fois, si l'Allemagne, si la France, si l'OSCE qui s'était porté garant des accords de Minsk avaient respecté leurs paroles, nous n'en serions pas dans la situation actuelle. Le général voulait toujours poursuivre, et vous venez de le dire, la relation avec la Russie à toute époque. Et dans ses mémoires de guerre, justement hier, avant notre rencontre, je lisais les extraits de son voyage en Russie en 1944, quand elle a rencontré Staline. Et je me permets donc de citer: je notais à quel point le fait que la Russie et la France s'étaient séparées l'une de l'autre avait influé sur le déchaînement des ambitions germaniques. Face au danger germanique, l'action commune de la Russie et de la France était dans la nature des choses. Le général considérait la relation franco-russe naturelle. Il le répète à plusieurs reprises dans différents extraits de ses mémoires. J'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que le gaullisme actuellement est encore vivant en France? Qui sont ces politiques, peut-être à votre avis, si vous pouvez les nommer ou pas, ou comme justement comme l'héritage du général? Écoutez, je ne vais pas prendre parti pour un homme politique en particulier en France, si ce n'est que je suis contre la politique qui est pratiquée actuellement par le président de la République et son gouvernement, notamment en ce qui concerne la relation avec la Russie. Je pense que, comme j'ai dit souvent dans des interviews, on ne fait pas du en même temps avec des pays aussi forts, aussi entiers, aussi importants que la Russie, que la Chine ou quand même l'Algérie. C'est ne pas comprendre la culture russe, c'est ne pas comprendre la mentalité, c'est ne pas aussi respecter toute l'historique, toute l'ancienneté, toute la proximité des relations que l'on a eues avec la Russie. Quant au gaullisme, eh bien, c'est un héritage, c'est un exemple, c'est la capacité à, en toute chose, promouvoir la grandeur de la France, de la nation et du pays, qui sont des valeurs normales et fondamentales, qui sont malheureusement décriées aujourd'hui. Votre président, justement, avait lancé une émission, je crois que ça s'appelait « Valeurs essentielles ou réalités essentielles », vis-à-vis de la jeunesse russe, où on honorait la patrie, le lever du drapeau et les valeurs patriotiques et d'amour de la nation. Ben, c'est tout à fait normal. J'ai été élevé dans cet environnement. Dans beaucoup de pays comme l'Algérie, comme la Chine,
Comme le Royaume-Uni, les États-Unis, on célèbre la levée des couleurs, le drapeau, l'amour de la patrie, c'est tout à fait normal. Et maintenant, c'est érigé en anormalité par un système qui tend à déconstruire les valeurs essentielles qui sont la famille, la tradition et la religion. Et heureusement, dans votre pays, le président Poutine maintient ces valeurs. Et j'aimerais bien qu'en France, il y ait un leader politique qui fasse la promotion de ces valeurs et de la grandeur de la France. L'héritage du général de Gaulle, c'est effectivement une certaine idée de la France présente sur la scène internationale, mais aussi la France qui se donne les moyens de sa politique. C'est aussi l'héritage d'un leader charismatique avec une vision, une véritable stratégie et une légitimité républicaine. Je pense que développer une relation à l'international de façon indépendante, c'est avoir évidemment les moyens de sa politique, mais avoir aussi toute cette perspective d'anticipation, de décision, c'est avoir une stratégie claire, c'est avoir une vision claire, c'est avoir des messages francs, des messages précis, une véritable stratégie pour les Français et pour le peuple que ces leaders représentent, puisqu'ils sont au service du peuple, ils sont au service de la nation, ils sont au service de la patrie. Et ils doivent en toute chose promouvoir et porter les valeurs de leur pays. Malheureusement, je ne vois pas de figure émergente en France qui reprenne ce flambeau. Mais mon grand-père a œuvré toute sa vie pour la grandeur de la France. Il a aussi laissé un héritage. Et cet héritage est entre les mains des Français. Il est écrit par l'histoire et il nous appartient à chacun de continuer cette œuvre et de reprendre le flambeau. La société en France est fractionnée par rapport à la situation et au conflit en Ukraine. Il y a une catégorie de gens qui pensent que de toute façon, peu importe ce qu'il fait la Russie, ils sont contre parce qu'ils le considèrent comme une dictature, un pays qui n'a rien à voir avec les valeurs démocratiques de l'Europe. Il y a une autre catégorie qui pense que finalement les intérêts économiques de la France ne sont pas en Ukraine et ne sont pas liés avec ce conflit-là. Ou il y a ceux qui, je pense, qui sont assez indifférents par rapport au conflit. Il y a une catégorie de gens qui croient vraiment que c'est le combat de civilisation, qu'il y a quelque chose qui dépasse juste la guerre en Ukraine. Et vous en avez parlé juste au tout début. Est-ce que vous pourriez développer un petit peu plus cet aspect? Oui. Alors, ce conflit a des répercussions dans le monde et dans l'Europe. Ça a provoqué, par la volonté des Américains de l'OTAN et largement entretenue par la Commission européenne, une crise fondamentale et majeure qui touche le quotidien de tous. J'ai eu des témoignages de petits artisans, de petits commerçants, de gens qui souffrent de cette situation. Des boulangers, à peu près 50% d'entre eux sont en faillite, aussi bien en France qu'en Belgique et en Europe, parce que leur facture d'électricité est passée de 1 500 € par mois à 5 000, qui rend la poursuite de leur activité totalement impossible, et ce qui va jeter des centaines de milliers de personnes en Europe au chômage et dans la crise. Cette crise est grave parce qu'elle aura des répercussions qui vont beaucoup plus loin. Ce que malheureusement les journalistes occultent et la communauté intellectuelle qui catégorise pour éviter tout débat ou tout dialogue les gens entre pro-russes ou pro-américains ou pro-Poutine ou invoquent je ne sais quelle dictature, eh bien, il faut savoir que moins de 50% de l'aide qui est, enfin de l'aide plus exactement, des subventions qui sont accordées aux Ukrainiens arrivent aux Ukrainiens. Il faut savoir que 50% des armes qui sont données aux Ukrainiens sont revendues sur les marchés internationaux pour alimenter les terrorismes, pour alimenter des crises politiques, des conflits, pour alimenter des révolutions. Récemment, le gouvernement ukrainien a publié un catalogue de près de 1000 pages d'armes qui sont destinées à être vendues en Amérique du Sud, en Afrique, dans les pays arabes et qui vont alimenter le terrorisme partout dans le monde. Il s'agit d'armes lourdes et d'armes légères. C'est un des pays malheureusement les plus corrompus au monde. Je ne critique en aucun cas les Ukrainiens, mais je critique le régime. Le régime qui a été mis en place par les Américains en 2014 avec ce fameux coup d'État où
Madame Nuland, qui est d'origine ukrainienne, tout comme M. Biden, s'est exprimée en disant « fuck the EU ». Pardonnez-moi, je la cite textuellement. C'est-à-dire qu'au mépris de toute considération, même pour les Ukrainiens, elle a instauré une dictature. Je m'insurge et je suis scandalisé qu'en France et en Europe, on fasse l'apologie d'un bataillon qui s'appelle Azov, qui utilise les mêmes emblèmes que ceux de la division d'Astreich. Mes parents ont combattu le nazisme, mes grands-parents ont même été déportés pour des raisons de résistance. Et pour moi, c'est absolument scandaleux que l'on fasse la promotion de gens qui ont massacré, tué, discriminé des populations dans le Donbass. En 2019 déjà, les déclarations du plus proche conseiller de ce qu'allait être le président Zelensky, Arestovitch, disait dans une interview de février 2019 qu'il fallait absolument faire une guerre contre la Russie, qu'il la souhaitait et que de toute façon, ils allaient recevoir subventions, armements, soutien de l'Union européenne, soutien de l'OTAN, et que l'Ukraine ne pouvait pas perdre. Les Américains ont d'ailleurs totalement trompé la population ukrainienne et le gouvernement ukrainien en ce qui concerne la victoire tout à fait, à mon avis, irréaliste de l'Ukraine dans cette guerre. Parce que de toute façon, le grand perdant de cette guerre, c'est la population ukrainienne elle-même, et aussi, par effet de conséquence, l'Europe, avec toute la crise dans laquelle elle s'est engouffrée de par la volonté des politiques. C'est très très triste en fait. C'est la souffrance de l'Europe, c'est la souffrance des peuples. Je crois à cette résurgence, ce retour aux réalités. C'est pour ça que c'est très important pour moi de dénoncer tous ces mensonges et toute la logique qui a conduit à ce conflit. Mais dans ce conflit, on essaie de nous faire croire que la Russie est isolée. C'est totalement faux. D'abord parce qu'il y a des gens qui sont conscients des enjeux et des réalités, à la fois en France, en Europe et dans le monde. Parce que ces personnes sont chargées de rétablir les vérités fondamentales, de dénoncer les mensonges et de dénoncer la logique qui a conduit à cette guerre. Maintenant, je crois aussi au renouveau, je crois aussi à la reconstruction qui suivra, tout simplement parce que, et je reviens à ce que vous disiez de mon grand-père, on ne peut pas se passer de la Russie. On ne peut pas se passer de ce continent en soi, c'est pas tout à fait un continent, mais c'est en tout cas le plus grand pays du monde, qui, de par sa géographie, sa culture et son histoire, représente un potentiel économique, politique, industriel, géopolitique et culturel absolument considérable. La Russie, dans cette crise, tire parti, à mon avis à juste titre, d'une réorientation des centres d'intérêt politiques, économiques et financiers vers l'Est, et sera un des arbitres de ce qu'on appelle l'Eurasie, c'est-à-dire un continent fantastique qui réunit à la fois l'Europe et l'Asie et qui verra émerger des nouveaux centres de décision. Malheureusement, l'Europe va rater le train de cette opportunité qui est absolument fantastique, sachant que l'Eurasie est un continent qui se suffit à lui-même. Alors, je voudrais aussi dénoncer dans ce régime des sanctions l'hypocrisie, puisqu'on continue à acheter du pétrole russe, évidemment on ne peut pas s'en passer, on continue à acheter du gaz russe, on continue à acheter des métaux industriels, 60% des métaux industriels sur les marchés mondiaux sont, je dirais, dominés par la Russie, on continue à acheter de l'uranium, les Américains aussi, on continue à fournir, à acheter des aimants pour les réacteurs nucléaires de nouvelle génération, et heureusement on continue dans ce qui nous unit, c'est-à-dire l'art, les destins communs, l'historique et tout ce qui fait la communauté scientifique, tout ce qui fait les échanges de la communauté intellectuelle. La Station spatiale internationale se poursuit grâce à cette coopération qui va au-delà de ce conflit. Et c'est ce qui nous unit et c'est ce qu'il faut absolument continuer. En écoutant Pierre de Gaulle dialoguer avec Irina Dubois, une chose apparaît clairement.
Au-delà des prises de position, cet entretien remet en lumière une fracture durable dans la politique étrangère française. D'un côté, une tradition d'indépendance et de souveraineté héritée du général de Gaulle, qui appelle à un dialogue direct avec toutes les grandes puissances. De l'autre, un ancrage atlantiste qui structure aujourd'hui la diplomatie de Paris et de l'Union européenne. Cette tension entre héritage historique et réalité contemporaine reflète une question essentielle. Vos avis dans les commentaires. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.